Cette année, 4 prix d'excellence seront accordés. Un prix d'excellence en recherche et création sera attribué à un professeur pour l'ensemble de sa carrière. Un prix en enseignement sera aussi remis à un professeur pour une réalisation exceptionnelle. Les lauréats de ces prix recevront chacun une bourse de 15 000 $. 2 prix d'excellence en gestion seront également décernés. Un premier pour l'ensemble de la carrière d'un administrateur et un second pour une réalisation remarquable. Les lauréats de ces prix se verront chacun rembourser l'achat d'une œuvre d'un artiste québécois d'une valeur de 2 500 $. Afin de nous faire découvrir chacun de nos lauréats, la journaliste Josée Thibault de l'émission Enquête de Radio-Canada, bien connue pour son travail de courriériste parlementaire à Québec et à Ottawa, a accepté à nouveau cette année de mettre ses talents d'investigatrice au service de l'Université du Québec. Madame Thibault est, je vous le rappelle, une diplômée de l'Université du Québec à Montréal. Madame Thibault, je vous cède la place. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'assister encore cette année à cette rencontre des dirigeants de l'Université du Québec et surtout à la remise des prix d'excellence, dans mon cas évidemment. Alors pour moi, Monsieur l'a dit, il s'agit d'un retour parce que j'ai animé dans le passé cette portion de la rencontre à quelques reprises. Et d'ailleurs, avant de procéder, je voudrais vous dire que c'est avec plaisir, un grand plaisir que je participe de nouveau à cet événement qui allie, de par sa facture, l'interview de type journalistique, une activité que je pratique depuis de nombreuses années, et la pédagogie que plusieurs des lauréats pratiquent, puisque le but de nos rencontres est quand même de vous les faire découvrir et d'apprendre certaines choses que vous allez, j'espère, retenir à leur sujet et au sujet du travail qu'ils accomplissent et qu'ils ont accompli dans le passé, et peut-être encore évidemment dans l'avenir. Par ailleurs, certains d'entre vous le savent, et comme l'a mentionné M. Roy, après avoir couvert la politique provinciale et fédérale, entre autres, pendant une douzaine d'années, je suis maintenant journaliste à l'émission Enquête depuis le printemps, ce qui explique, parce que plusieurs personnes m'ont posé la question, que je suis beaucoup moins présente dans les bulletins de nouvelles. Et je dois vous avouer, il faut que je le dise quand même, que c'est une situation qui constitue une espèce de porte de sortie pour moi, parce que ça fait déjà plus de 30 ans que je travaille pour Radio-Canada et il faut bien que toute bonne chose ait une fin. Et j'aurai peut-être une autre carrière et d'autres défis à relever, comme celui-ci, par exemple, dans les années qui vont suivre. Cela dit, je vous rassure, ce n'est pas parce que je travaille à l'émission Enquête que je soupçonne maintenant tout le monde de collusion et de corruption. Bien que j'ai pu malheureusement constater, en faisant quelques recherches au cours des derniers mois et dans le dossier que je travaille présentement, qu'il y en a dans bien des domaines de la société. D'ailleurs, quand j'ai parlé à certains de mes collègues, je leur parlais de l'Université du Québec, ils m'ont dit « Ah, tu devrais? » J'ai dit « Non. » Oubliez ça. Mais on est ici pour parler de choses beaucoup plus agréables, parler de personnes qui ont accompli de belles et souvent très grandes choses, que ce soit tout au long de leur carrière dans des composantes de l'Université du Québec ou en peu de temps, comme vous le constaterez dans au moins un des cas cette année. Donc, la découverte des lauréats de cette année va se faire par le biais, comme ça s'est déjà passé, d'entrevues qui permettront de découvrir la carrière, les travaux, la pédagogie de ceux qui sont honorés aujourd'hui. Le but étant de vous les faire connaître un peu plus et de vous les faire apprécier encore plus. Sans plus tarder, je vais aller m'asseoir aux fauteuils qui sont ici et inviter la première lauréate à venir me rejoindre dans quelques instants. Le prix d'excellence en recherche et création volet carrière est remis à Mme Saint-Pierre, qui œuvre dans le secteur des sciences administratives et économiques depuis un certain temps, mais à la lecture de son dossier de candidature et avec la conversation que j'ai eue avec elle pour préparer la rencontre, ça m'a démontré qu'on peut être à la fois une passionnée de chiffres et également une passionnée de comportement humain en relation avec les chiffres. J'invite donc Mme Josée Saint-Pierre à venir me rejoindre ici. Alors, puisque vous êtes la première, vous prenez le micro, vous le sortez par en haut. Voilà. Voilà, voilà. Et vous, c'est pas nécessaire de l'approcher trop près. Comme ça, c'est parfait. C'est même très bien. Très, très bien. Madame Saint-Pierre, avant de parler de
de ce que vous avez fait, en fait, qui vous donne accès à ce prix, en fait, de votre domaine d'expertise et de recherche, ce sont les PME. Et si vous avez apprécié et commencé à travailler sur les PME, c'est d'abord pour des questions ou des raisons d'origine, je dirais, familiale. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? En fait, oui, je viens d'une famille, je vais dire nombreuse. Donc, nous sommes 13 enfants chez moi. Je suis originaire de Rimouski. Et avec 13 enfants, donc je n'ai pas 70 ans non plus, alors si on recule il y a quelques années, il fallait que les parents travaillent à plusieurs tâches en même temps. Voilà. Donc, on a toujours très, très bien mangé chez moi. On a toujours eu ce que les gens avaient dans notre environnement. Et c'est parce que mon père et ma mère étaient entrepreneurs. Et ce que j'ai vu de leur existence professionnelle, c'est comment je dirais, c'est une passion à être entrepreneur, mais tous les défis que ça pose en même temps, de conjuguer plusieurs horaires, plusieurs systèmes de vie, plusieurs systèmes de valeurs aussi. Et ça m'a passionnée. C'est comme une très petite entreprise, mais de niveau familial, non seulement parce que vos parents étaient commerçants, mais incluant la maisonnée. Ben oui, effectivement. Alors, moi, ça ne paraît pas, mais j'ai déjà travaillé dans une station-service. Alors, je me suis occupée aussi des comptes à payer dans une entreprise de pièces automobiles. J'ai travaillé dans la restauration et tout ça, en fait, venait de la famille. Et à quel moment l'intérêt pour l'impact humain à l'intérieur de la très petite entreprise ou de la petite entreprise s'est développé? Là, en fait, on revient à un moment un petit peu plus récent où, lorsque j'étais à Trois-Rivières, j'ai eu une invitation par un collègue, Pierre-André Julien, que plusieurs connaissent, qui, en fait, je pense, c'est un des plus grands chercheurs en PME au Québec, au Canada, avec une réputation mondiale. Et lorsque j'ai commencé, donc, il m'a invité à travailler avec lui, mais il m'a invité pour les chiffres. Donc, parce que j'ai une formation en finance, ce qu'il voulait, c'est que j'aide les chefs d'entreprise à travailler mieux leurs résultats financiers et tout ça. Et les premiers contacts avec les chefs d'entreprise ont révélé que les chiffres, c'était, oui, un souci, mais il y avait aussi les ressources humaines. Et on ne peut pas faire l'un sans faire l'autre. Donc, on ne peut pas. Parce que la personne est responsable du fait que la compagnie va bien fonctionner ou pas. C'est certain qu'on dit, en fait, on dit dans notre milieu que l'entreprise, c'est le prolongement de l'entrepreneur. Donc, si on veut étudier les chiffres sans prendre conscience que l'entrepreneur, c'est quoi ses motivations, c'est quoi ses intérêts, qu'est-ce qu'il veut faire, on passe à côté de la réalité profonde de l'entreprise. Mais pour savoir comment l'entreprise fonctionne, vous vous êtes dit que la théorie, c'est bien, mais le terrain, c'est mieux. Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? On est allé sur le terrain. Donc, et ça, en fait, je dirais que si j'avais un conseil à donner à des jeunes chercheurs dans notre milieu, c'est qu'il faut absolument aller sur le terrain, même s'il y a un prix énorme à payer, parce qu'il y a un prix dans le curriculum vitae. Quand on va sur le terrain, on retarde la production scientifique parce qu'il faut passer du temps à collecter des données, il faut faire un travail immense. Et cette proximité-là, ensuite, avec les chefs d'entreprise, il y a aussi, on est dans des mondes, le milieu entrepreneurial et le milieu universitaire, ce pas des mondes qui se côtoient fréquemment. Donc, il faut apprivoiser aussi les chefs d'entreprise. Donc, tout ce travail-là permet, une fois que la confiance est établie avec eux, nous permet d'accéder à leurs secrets. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour la recherche. Parce que, est-ce que vous diriez qu'on manquait de connaissances réelles ou réalistes sur la corrélation entre la personne et sa gestion d'entreprise? Et c'est une des raisons, peut-être la raison principale qui a fait que vous vous êtes dit il faut absolument combler cette lacune. Oui, en fait, c'est des chances qu'on a eues. Donc, je pense qu'en tant que chercheur, j'ai été aussi un petit peu entrepreneur et surtout très opportuniste. Parce que la littérature ne nous disait pas ça. La théorie ne nous poussait absolument pas dans ce type de recherche-là. Et en étant en contact avec des chefs d'entreprise, on a révélé des choses qui n'existaient pas dans la littérature. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le prix, il y a un prix à payer pour ça, et c'est le temps qu'on doit mettre pour creuser les situations qui seront propres aux chefs d'entreprise. Et vous avez quand même développé des outils, parce que c'est beau d'aller sur le terrain puis de parler à des gens, mais vous vouliez que ça ait un impact par la suite.
Oui, puis oui, effectivement, on a développé des outils de diagnostic qui sont utilisés par les chefs d'entreprise, mais je dirais que c'est peut-être parce que je viens aussi, je suis originaire, donc mes parents étaient entrepreneurs, j'ai vu que pour les entrepreneurs, parler avec des gens qui ne sont pas de leur milieu, pour eux aussi, il y a un prix. Et pour réduire ce prix-là, si on veut, on doit leur donner quelque chose en échange du travail qu'ils font avec nous. Alors, les diagnostics, ça permet ça, c'est-à-dire ça nous fournit à nous des données intéressantes pour la recherche, mais ça leur rend service en même temps. Mais ils n'avaient pas l'impression de dévoiler des secrets? Tout est confidentiel. Donc, notre approche respecte beaucoup la confidentialité des dirigeants. Et non, je pense que quand eux acceptent de nous donner l'information, c'est parce qu'ils se sentent en confiance puis ils sont prêts à nous dévoiler leurs secrets. Et ça a fonctionné dans le sens où ils ont été nombreux et à accepter facilement aussi? Facilement, non. Nombreux, oui. Donc, on a plus de 1000 chefs d'entreprise au Québec. On en a aussi au Mexique, on en a en France, on en a au Cameroun maintenant, qui nous ont fait confiance, difficilement, je dirais, mais c'est la persévérance là, de l'entrepreneur-chercheur. Mais ils vous ont fait confiance difficilement, mais c'est parce que qu'est-ce qu'ils ont obtenu justement en retour, là, concrètement? En fait, c'est l'équivalent d'un rapport d'analyse sur la santé de leur entreprise avec des pistes d'amélioration sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour aller mieux, pour innover davantage. On travaille beaucoup sur l'innovation. Donc, ce sont des éléments, des suggestions. Donc, ça s'exporte? Oui. Et ça s'exporte, comme vous avez nommé plusieurs pays, à peu près n'importe où? Avec des adaptations, oui, ça s'exporte. Oui. Qu'est-ce qui ne s'adapte pas? Parce qu'on dit souvent, il y a le Québec Inc., c'est bien particulier. En fait, quand on regarde, je prends par exemple l'exemple le plus flagrant, c'est la différence entre le Canada et le Cameroun, par exemple. Des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, qu'ils soient au Canada ou au Cameroun, ça reste des entrepreneurs. Mais c'est tout le contexte derrière l'entrepreneur, les infrastructures en place, le système économique qui sont différents. Donc, l'exportation, oui, pour l'entrepreneur, les défis sont les mêmes, mais le contexte dans lequel il va les réaliser va être différent. En plus de tout ça, vous êtes également membre d'instituts de recherche, de centres d'études, de regroupements stratégiques, de fonds de recherche. Ça, est-ce que c'est également très important? Puis, qu'est-ce qu'il vous reste comme temps ensuite pour continuer ce que vous nous disiez tout à l'heure? Alors, vous êtes journaliste d'enquête. Bon, la question est difficile. Je pense que, bon, en fait, on cherche un chercheur réseauté est un chercheur qui va beaucoup plus loin aussi. C'est fondamental. Le réseau de l'Université du Québec, le réseau des chercheurs aussi, je pense que c'est extrêmement important et de plus en plus aujourd'hui parce que les défis de la recherche sont différents aujourd'hui qu'ils étaient avant. De travailler avec d'autres personnes, c'est l'innovation. En recherche, on fait toujours de l'innovation, puis on peut pas pousser plus loin nos travaux si on ne parle pas à d'autres. Et ces autres personnes-là, il ne faut pas qu'ils soient à côté de nous tout le temps. Il faut qu'ils soient parfois éloignés physiquement, culturellement aussi. Donc, les différences culturelles sont aussi un élément très stimulant pour la recherche. Par rapport au fonds de recherche, parce que je suis aussi sur le CA du fonds de recherche, je pense qu'il y a une représentation aussi que j'essaie de faire des petites universités. Et oui, il y a les grandes universités en recherche au Québec, mais il y a aussi les petites universités qui sont dans des contextes complètement différents, où le chercheur est souvent à plus d'une tâche à la fois. Est-ce qu'il y a des secteurs des PME où il y a encore du terrain à défricher? Tous les secteurs. Tous les secteurs, je pense que là-dessus, ce qu'on a fait, je dirais, chez nous dans les 10 dernières années, oui, c'est important, mais on commence à découvrir un petit peu mieux les entreprises d'une part, et d'autre part, le contexte mondial a tellement changé, c'est une vraie révolution industrielle, de sorte que les connaissances qu'on a développées il y a 20 ans sont devenues caduques. Il faut recommencer. Les chefs d'entreprise ne sont plus les mêmes. Vous avez parlé tout à l'heure des étudiants qui ne sont plus les mêmes. Bien, les chefs d'entreprise aussi. Ils sont réseautés, ils sont sur les réseaux sociaux, ils font des affaires virtuelles. Ce n'est plus du tout les mêmes modes de travail, de sorte que notre transfert de connaissances, bien, pour être efficace, il doit se mettre à jour lui aussi. Et les étudiants là-dedans, ça les intéresse sans doute beaucoup, tout ça, hein? Ça doit être assez stimulant. Les étudiants aiment beaucoup, et c'est le défi de les garder parfois dans nos bureaux, là, parce qu'ils préfèrent parfois le terrain. Et oui, effectivement, ils sont très stimulés. Oui. Donc, vous êtes là pour continuer? Je pense. Si Mme Ghazali veut. Merci beaucoup, Mme Saint-Pierre. Merci. Maintenant,
Autour du prix d'excellence en enseignement volet réalisation qui est décerné cette année à un enseignant de l'UQAM, ce lauréat du prix d'excellence, je vais vous dire, m'a donné un petit peu de fil à retordre parce que dans ma préparation d'entrevue, j'ai vu qu'il était un grand scientifique, qu'il était un scientifique en astrophysique et en physique, mais sa carrière en a plutôt été une d'enseignant, de formateur et aussi de vulgarisateur, ce que j'ai trouvé quand même très original compte tenu de sa formation de chercheur. Mais j'ai finalement compris, je crois, que tout ça est lié par une passion pour la pédagogie qu'il va, je crois, enfin j'espère, démystifier à l'instant. J'invite donc M. Martin Riopel, professeur au département de didactique de l'UQAM, à venir me rejoindre en avant. Bonjour, M. Riopel. Micro, voilà. Vous le tenez, oui, ça peut, oui, c'est bien comme ça. Monsieur Riopel, vous m'avez dit, entre autres choses, que votre grand plaisir dans votre carrière d'enseignant est et a été, les deux, de rendre les connaissances et la science à la fois intelligibles et intéressantes. Et si j'ai bien compris, ça se passe par la pédagogie. Et j'aimerais que vous nous expliquiez c'est quoi, pourquoi vous dites que ça passe par la pédagogie. Qu'est-ce que c'est pour vous que ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Pour vous? Pour moi, oui, tout à fait. Peut-être revenir à l'enseignement lui-même, au plaisir d'enseigner, cette activité-là, lorsque, pour moi, et peut-être pour d'autres, ce moment où l'on apprend, pour moi, c'est un des beaux moments. Quand on apprend, c'est un des moments intéressants de notre vie. Dans votre vie, vous avez des moments où vous avez appris des choses et ce sont des moments intéressants. Et d'être de l'autre côté et d'avoir la possibilité de produire ce moment-là chez les autres, c'est merveilleux. C'est extraordinaire et c'est une passion. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? C'est peut-être un moment mystérieux. Peut-être que la définition, on pourrait se lancer là, dans les débats en pédagogie ou en éducation. On fait ça continuellement. Vous connaissez un peu les gens en éducation. Et on pèse le pour et le contre, et puis on fait toutes sortes de définitions incroyables. Donc, je ne me lancerai pas dans une définition, je ne pense pas. Pour moi, c'est quelque chose de brut, d'instinctif. On est devant des gens qui souhaitent apprendre et on essaie de trouver le meilleur chemin. Et c'est pour moi cette recherche du meilleur chemin qui est passionnante. Ce moment magique qui dépend, ma foi, de toutes sortes de petites choses, d'un paquet de facteurs absolument incroyables. Ça dépend forcément de l'enseignant, bien sûr, mais ça dépend aussi des étudiants qui sont là. Mais on dit souvent ça, mais il faut réaliser que ça dépend aussi de qu'est-ce qu'ils ont mangé ce matin, ces étudiants-là. Est-ce qu'il y a eu une panne dans le métro ce matin? Et puis, mais là, vous parlez des étudiants, mais ça peut être un étudiant. Est-ce que c'est la relation avec la classe et ou avec chacun des étudiants qui est particulier? Oui, je vois où vous voulez en venir. Oui, absolument. Évidemment, les étudiants, chaque étudiant est important, mais pour moi, lorsqu'on entre en relation avec une classe, on entre en relation avec toute la classe. Et pour moi, la classe, mystérieusement, je ne peux pas dire que je comprends exactement pourquoi, mais ça devient comme une seule personne. Et les classes ont leur personnalité. Ceux qui sont profs le savent. Vous avez vécu ça tous les jours. Une classe, on fait une chose une fois, on le fait le lendemain exactement de la même façon dans l'autre classe. C'est complètement différent. La classe n'avait pas c'était pas la même personne, on ne parlait pas de la même personne, les conditions n'étaient pas les mêmes peut-être. Et toutes ces variables-là déterminantes font en sorte que l'entreprise d'enseigner est passionnante parce qu'elle est différente à chaque jour. Et à chaque jour, il faut chercher. Et pour moi, c'est ce qui est passionnant, c'est de chercher à chaque matin comment je vais faire. Oui. Et ça nécessite quoi de la part de l'enseignant que vous êtes? Plus de diversité, plus de diversité, d'interaction? Évidemment, l'interaction, mais au niveau de la diversité, peut-être l'enseignant a pour rôle, je pense, d'incarner toutes les connaissances de son domaine, tous les chercheurs de son domaine. Vastement. Vastement, c'est un gros défi, mais c'est le défi qu'il faut essayer de faire, évidemment. Donc, c'est d'essayer de faire tout ça de la façon la plus juste possible. Donc, c'est évidemment tout ça et c'est un grand défi. Oui. Est-ce que vous avez développé une recette pédagogique? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe une recette? Moi, je ne crois pas à la recette. Je ne crois pas à la recherche. Je l'affirme très fortement. Et puis, peut-être qu'il y a des gens qui sont d'accord. Moi, je ne crois pas qu'il faille toujours faire la même chose et je ne crois pas qu'il y a une seule bonne solution. Donc, lorsqu'on arrive et qu'on me dit la solution, c'est cette méthode-là, alors moi, je rigole. J'y crois pas. Parce que
justement, parce que je crois à la complexité de la situation. Et comme c'est très complexe, ben, il faut avoir l'humilité de chercher jour après jour à trouver la solution. Et cette solution-là, elle va changer. Et si elle fonctionne pendant un certain temps, tant mieux. Ça veut dire peut-être qu'on a trouvé, mais peut-être que dans une année, dans 2 années, peut-être ça va changer. Et puis, il faudra continuer à chercher. Et pour moi, c'est peut-être cette boucle-là qui est passionnante. On comprend que pour un chercheur, on en parlait tout à l'heure, la recherche, le but, c'est de chercher à trouver de nouvelles connaissances par tous les moyens et de façon très intelligente et très dévouée. On arrive à le faire. Et ensuite, on revient dans la classe, souvent, comme enseignant, comme professeur. On doit rendre compte de ces connaissances-là. Et de la même façon, je crois qu'il ne faut pas le faire toujours de la même façon. Il faut chercher. Et lorsqu'on arrive dans la classe, et moi, c'est ce que j'aime faire, il faut continuer à être un chercheur. Et devant sa classe, continuer à chercher la bonne solution. Et chercher la bonne solution de la même façon que lorsqu'on fait de la recherche, chercher la bonne solution, ça suppose de faire des expériences. Ça suppose de tenter des choses, de voir les effets, de comparer deux choses. Et pour moi, qui est un chercheur en éducation, bien, lorsque j'arrive dans ma classe, bien, je suis encore un chercheur en éducation. Le matin, quand j'arrive, et puis... D'ailleurs, vous m'avez dit, je dois et il faut toujours être un pas en avant. Il faut toujours devancer même ce qu'on pense que les étudiants vont vouloir, ce qu'on pense que les étudiants vont nous dire et ce que moi, j'aurais pu dire hier, je le répéterai sans doute pas la semaine prochaine. Vous devez débusquer des nouveaux logiciels, des nouvelles plateformes, toujours être en avant. Sinon quoi? Sinon, vous allez perdre les étudiants, ils ne seront pas bien formés. Bien, ils seront moins bien formés. Je n'aurais pas fait de mon mieux. Alors, il faut vraiment chercher. Et effectivement, moi, mon domaine, c'est aussi d'enseigner avec les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies ont ce fâcheux défaut de toujours changer. Hein? Pensez, je ne sais pas, reportez-vous 5 ans en arrière et demandez-vous qu'est-ce qui n'existait pas. Et vous allez trouver 3 ou 4 trucs. Un iPad, par exemple, peut-être. Ah, vous voyez, ça va très, très vite dans mon domaine et nous, on doit enseigner ces trucs-là. Alors, on fait un cours, on le prépare, on le monte avec plein d'énergie, tout ça. 2 ans après, c'est fini. Il y a quelques années, il y avait une grosse mode sur les... vous ne saurez même pas c'est quoi tellement. Et puis, ça ne fait pas très longtemps. C'était les trucs Palm. J'en avais un. On faisait ça et tout ça. J'en avais un. un. Encore quelqu'un qui a ça J'en ici? avais un, moi. Vous voyez? Il y en a quelques-uns peut-être, mais maintenant, les téléphones sont en train de remplacer tout ça. Et puis, combien de temps ça va durer ensuite? Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Mais à ce moment-là, il faut faire que les étudiants ne s'enferment pas. Disons qu'ils se mettent à aimer une technologie. Vous avez donné l'exemple du iPad. Oui. Mais moi, j'avais un Palm. Quand on m'a dit ça ne vaut plus rien, ça, je ne voulais pas m'en départir. Oui, tout à fait. Mais c'est devenu obsolète. Très vite, hein, ça. Mais comment faire pour que l'étudiant ne s'enferme pas dans une technologie attirante? Attirante, oui. Par exemple, moi, j'ai une conception par rapport à ça. Je dois former les futurs enseignants à utiliser les technologies en classe. Et moi, je crois personnellement, c'est ma position de chercheur aussi, qu'on a tendance, parfois, à plonger trop vers les technologies. On y va un peu trop vite, puis on a tendance à tout faire avec ça. À partir du moment où on s'emballe, évidemment, comme tout le monde, on s'emballe, on aime ça, et les enseignants ont tendance à faire ça. Et moi, comme professeur, je leur dis, oui, effectivement, les technologies, c'est, ma foi, très intéressant, mais vous devez aussi développer, comme enseignant, une résistance aux technologies. J'appelle ça une résistance amicale. C'est-à-dire que lorsque quelque chose arrive et qui semble passionnant, tout le monde se lance pour le prendre, il faut que vous ayez encore un sens critique. Il faut encore se poser la question, est-ce que cette chose-là qu'on me propose, est-ce que ce matin, quand je vais arriver avec mes élèves, est-ce que ça va produire un effet positif par rapport à ce que je faisais avant? Est-ce que ça va faire mieux que ce que je faisais avant? Est-ce que je suis vraiment convaincu que je vais faire quelque chose de mieux sans, et c'est ce qui arrive souvent, je pense, sans enlever d'autres choses que je faisais très bien? Parce que des fois, ça prend beaucoup de temps, ces nouvelles technologies. On a plein de problèmes. Si vous avez déjà enseigné avec les technologies en classe, vous savez à quel point on a toujours des problèmes. Je suis certain. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et là, ce temps-là, évidemment, on n'est pas sur autre chose. Donc, moi, je prône l'idée qu'il faut vraiment bien se convaincre qu'une technologie apporte quelque chose, bien peser le pour et le contre. Et lorsqu'on est bien convaincu, là, on l'utilise. Donc, il faut résister jusqu'au moment où on est parfaitement convaincu. Si on ne fait pas ça, on a beaucoup de chances de faire des erreurs. Et on en voit de ces erreurs-là. Je pourrais donner un exemple, peut-être dans les écoles, les tableaux blancs interactifs. On en a beaucoup parlé. Ça a été une grande vague d'entrée dans les écoles. Et puis, les retombées sont, ma foi, modestes. Et déjà, on commence à parler d'une technologie un peu déclinante. Et c'est très récent. Et déjà, on commence, dans quelques années,
qu'est-ce qui va arriver avec ça. Donc, peut-être qu'on est allé juste un peu trop vite parce qu'on n'avait pas cette espèce de résistance amicale. Peut-être qu'on n'a pas non plus, en tout cas, on enseigné aux parler de enseignants comment se servir des fameux tableaux blancs. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Je vais terminer en vous disant que votre Oui. dossier fait état d'une très, très grande satisfaction des étudiants par rapport à votre pédagogie. Vos interactions avec eux aussi, ils apprécient beaucoup. Vous m'avez dit que c'était très mystérieux pour vous, que cette appréciation qui est presque démesurée à votre avis. Oui. Mais ça tiendrait à quoi? Peut-être la passion que je sens à peine? Désolé. À quoi ça tient? Non, pour moi, c'est complètement mystérieux. Je l'accueille avec une grande joie, mais c'est un mystère très profond. Je n'arriverai pas à l'expliquer. Mais j'ai une réflexion par rapport à ça, peut-être, qui va interpeller les gens dans la salle. On a tous passé beaucoup de temps à l'école, beaucoup en général. Et on a eu, lors de notre parcours, un certain nombre de profs qui nous ont marqués. Vous pourrez, probablement, il vous en vient un en tête ou deux, ou je ne sais pas. Et je pense que c'est très mystérieux pour un enseignant de produire ces effets-là. On essaie de tout notre cœur de le faire, mais quand ça arrive, c'est mystérieux. Pourquoi exactement? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi qui a fonctionné? On est heureux. On ne dit pas juste c'est moi? Non. Non. Mais ce que je veux dire à travers tout ça, c'est qu'on a des profs comme ça et moi, je pense que pour ces profs-là, peut-être ceux-mêmes à qui vous pensez, bien, c'était mystérieux aussi. Et ce que je pense, c'est qu'on ne leur dit peut-être pas assez souvent. Je ne sais pas si ces deux profs, ce prof-là qui vous vient en tête, lui avez-vous déjà dit? Lui avez-vous déjà écrit pour lui dire, dans ma vie, vous avez produit cet effet-là? Et je serais surpris de voir, je ne serais pas surpris de voir qu'il y en a très peu qui l'ont fait. Et c'est peut-être la réflexion que j'avance. Pour moi, c'est très mystérieux. Et lorsqu'on reçoit une reconnaissance comme ça, évidemment, c'est le bonheur. Et on l'accepte, on remercie, mais ça demeure tout aussi mystérieux. Et maintenant, c'est la reconnaissance de l'université que vous avez. Merci beaucoup, M. Riopel. Le prix d'excellence en gestion volet carrière est remis à M. Cléo Marchand. M. Marchand est un revenant. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas ici présentement qu'il est... C'est pas un fantôme, là, mais il est un revenant dans le sens où il avait pris sa retraite et de l'enseignement et de la gestion en 2011, mais il a été rappelé par la direction pour occuper un poste de vice-recteur en intérim en 2012. Sauf que l'intérim s'est prolongé. Des mandats se sont ajoutés pour des motifs que l'université assimile peut-être à sa loyauté indéfectible envers son alma mater et que lui assimile plutôt à un grand bonheur de pouvoir encore servir. Il a l'intention de compléter les responsabilités qu'on lui a confiées encore quelques mois, ou peut-être que je devrais dire plusieurs mois même. M. Marchand, qui est aussi un homme bien occupé en dehors de l'UQTR en raison d'obligations professionnelles et de vacances déjà planifiées, ne pouvait pas être ici. Je l'ai donc rencontré au mois de juillet. Voici ce que ça donne. Bonjour, M. Marchand. Bonjour, Mme Thibault. D'abord, félicitations pour votre prix d'excellence. Merci beaucoup. Je commencerai en vous demandant, je pensais que vous étiez à la retraite. Et finalement, vous ne l'êtes plus, vous ne l'êtes pas, vous le serez peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais à la retraite depuis le 1er juin 2011. J'étais même en formation pour une firme de comptable que je nommerai pas, mais c'est une firme internationale. Et j'ai reçu un appel de Mme Ghazali qui me dit « J'aimerais vous rencontrer cet après-midi aux alentours de 5 heures. » Je me demandais, est-ce que c'est pour la fondation de l'UQTR, puisque je suis vice-président de la fondation, ou bien d'autres choses. Alors, l'autre chose, je ne savais pas c'était quoi. Alors, j'arrive à son bureau et vous connaissez Mme Ghazali. Monsieur Marchand, Monsieur Arbault nous quitte. Seriez-vous prêt à prendre l'intérim pour environ 4 mois? Je vous promets qu'en décembre prochain, tout sera terminé et on aura un nouveau vice-recteur d'administration finance. Mais entre-temps, j'aimerais que ce soit vous. Et je voulais en remercier en passant de m'avoir sorti de ma retraite parce que quand je vais retourner à ma retraite, je vais encore mieux goûter à ce que c'est qu'une retraite. Mais donc, je comprends à ce moment-là que vous, pour vous, on va dire la loyauté à votre alma mater, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, allait par-dessus le fait d'être à la retraite et de profiter peut-être de ce moment-là aussi. Je vais vous dire, vous avez dit le mot loyauté, moi je vais vous dire la fidélité à mon alma mater. Avoir refusé, je pense que j'aurais eu peut-être des regrets. Le 4 mois me satisfaisait.
C'est depuis 1 an maintenant. Et ça va se prolonger. Oui, la venue de Mme Giguère comme vice-rectrice fait en sorte que maintenant, je suis vice-recteur conseil. Et je vais continuer tant aussi longtemps que Mme la rectrice va vouloir de mes services. Mais encore une fois, je le fais parce que je veux servir mon université. En fait, celle qui m'a fait vivre toute ma vie est bien vivre. Je pense que j'ai été très bien servi, bien traité. Et je me devais de venir donner un coup de main à Mme Ghazali, sans connaître tout ce qui se passait au cours de l'année. Vous m'avez dit que vous n'avez jamais recherché les honneurs ou la reconnaissance, mais c'est ce qui arrive aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que c'est surtout parce que vous étiez un enseignant remarquable ou parce que vous avez été un gestionnaire tout aussi remarquable? Écoutez, c'est la première fois que qu'on souligne mon travail comme gestionnaire et comme professeur et je n'ai jamais cherché ces reconnaissances-là. Je le faisais avec amour, avec passion. Je partais de chez moi le matin en sifflant et je revenais le soir en sifflant, peut-être moins fort des fois à cause des journées difficiles, mais j'ai toujours aimé ce que je faisais et je pense que la satisfaction du travail accompli était ma reconnaissance. J'adorais travailler, j'adore encore travailler, même si j'ai, et là Mme Ghazali va dire encore une fois, même si j'ai 65 ans aujourd'hui. Et je suis encore prêt pour un autre bout. Êtes-vous capable de faire un choix entre l'enseignement et la gestion parce que vous avez partagé votre carrière entre les deux? Oui. Enseigner, c'est gérer. Il ne faut pas oublier ça. J'aimais les deux. J'aimais les deux et je vais vous dire que les 10 dernières années ont été des très belles années. C'est des années d'enseignement. Je me devais de retourner dans mon enseignement pour donner, la connaissance aux étudiants parce on rentrait dans une nouvelle façon d'enseigner. On rentrait dans les nouvelles matières qui étaient les nouvelles normes internationales. Et je voulais surtout leur donner la passion de la carrière de comptable. Vous savez, une carrière d'une personne, elle passe rapidement si on est passionné, si on aime ce qu'on fait. Et c'est ce que j'essayais de leur donner. Gérer, j'ai toujours aimé gérer. J'ai toujours aimé les gens avec qui je travaillais. Et j'en remercie en passant ces gens-là. Je remercie ces gens-là qui m'ont supporté avec tous les défauts que j'ai, parce que j'ai des défauts. Je suis coléreux, je suis souvent de fois impatient et je suis exigeant. Autant pour moi que pour les gens avec qui je travaille. Mais je sais les remercier, je sais les encourager et je sais leur dire, si vous me suivez, ou si vous prenez mes conseils, peut-être vous allez aller plus loin que vous pensiez aller. J'ai beaucoup d'adjoints qui sont devenus des cadres de premier niveau. J'ai beaucoup de professionnels qui sont devenus des cadres parce que je leur disais, la seule barrière qui est devant toi, c'est celle que tu vas mettre. Si tu l'enlèves, tu vas pouvoir aller là où tu veux aller. D'ailleurs, dans votre cas, faire aller l'Université du Québec à Trois-Rivières plus loin, ça a été quelque chose de très important pour vous. On dit que vous êtes celui qui a marqué le repositionnement graduel de l'UQTR. Oui, mais je n'étais pas seul et il y avait des gens aussi rêveurs que moi. Je pense à M. Parent, le recteur du temps, M. Baudouin, qui était vice-recteur du temps. On formait une équipe très, très unie et il s'agissait d'avoir une idée. Et la première chose qu'on disait, c'était pas c'est impossible. On disait, on a une bonne idée et on va aller approfondir pour voir si c'est possible. Et c'est là qu'est arrivé tout ce qu'on appelle le secteur paramédical, donc la chiro. Qui aurait pensé qu'à Trois-Rivières était pour offrir un programme de doctorat premier cycle en chiro francophone? Qui aurait pensé qu'on aurait donné la pédiatrie, les sages-femmes, la criminalistique? Il s'agissait d'avoir l'idée. Une fois l'idée lancée, bien, on travaillait pour la réaliser. C'est sûr qu'on a eu des moments difficiles dans le cas d'Akiro, puisqu'on s'attaquait à un gros dossier qui était le Conseil des médecins, oui, le Conseil des médecins. Mais on a réussi à ce que l'Akiro soit établi à l'UQTR. Et ça, c'est ça l'a ouvert la porte à d'autres programmes paramédicaux. Et c'est ce qui a amené la médecine sur l'université, sur le campus.
bien sûr en association avec l'Université de Montréal. Un autre aspect que j'aimerais amener, puis c'est peut-être le dernier point qu'on va toucher, c'est que vous êtes aussi quelqu'un qui a trouvé très important tout au long de votre vie et de votre carrière de vous impliquer à l'extérieur de l'université. Oui. Ça prend du temps. Être professeur à l'université, c'est déjà beaucoup de temps, c'est très demandant, mais vous avez trouvé important de fonder des organismes, de les supporter, de les encadrer, de les aider dans la gestion. Vous êtes encore, d'ailleurs, malgré la fausse retraite, là, encore impliqué dans plusieurs domaines. Pourquoi? Je vais vous dire, pour moi, puis là, je suis très honnête en vous disant ça, pour moi et pour les autres. Vous savez, la société m'a donné beaucoup et j'essaie de lui redonner beaucoup. Et je ne fais pas d'effort pour ça. Je fais pas d'effort pour ça. J'adore ça. Et mon épouse me permet de le faire. Elle me dit, tu es heureux dans ce que tu fais? Je dis oui. Alors, elle me dit, vas-y. Elle ne dit pas ça de même, elle dit go, go, vas-y. Monsieur Marchand, je vais vous remercier là-dessus. Je vais peut-être vous souhaiter bonne retraite éventuellement. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va venir. Mais encore une fois, je vous dis, Mme Thibault, le fait de travailler avec Nadia et son équipe va me permettre, et ça, je pense que c'est important de le dire, va me permettre d'apprécier, de mieux apprécier la retraite lorsque je vais mettre les pieds dedans. Et bien sûr, pour longtemps, parce que j'espère que ma retraite va être très longue, dépendamment combien de temps je vais travailler encore à l'université. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Chercher son prix au nom de son équipe aussi. Commençons par le début, Mme Fiset. Quand vous êtes arrivée à l'INRS en 2009, ce qui se discutait, ce dont je parlais, le projet de loi 38, résumez un petit peu pour nous, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça voulait faire? En fait, le projet de loi sur la gouvernance dans le milieu universitaire visait à, traiter différentes questions au niveau des fonctionnements, des rôles du conseil d'administration, beaucoup plus d'imputabilité, de reddition de comptes face au gouvernement, etc. Alors, en fait, c'était un projet de loi qui visait le milieu universitaire, mais qui visait à reproduire ce qui s'était fait quelques années auparavant au niveau des sociétés d'État. Et c'est ce qui se faisait au sein des institutions financières suite aux différentes crises financières qu'on a eues, les crises de confiance des consommateurs, etc., dans d'autres domaines. Le projet de loi 38 n'est jamais devenu réalité, mais la volonté de changer la gouvernance au sein des instituts universitaires, en fait de l'INRS à tout le moins, est restée, même s'il n'y avait pas d'obligation en vue, là. Donc, je comprends que pour vous, c'est devenu quand même important. Tout à fait. Pourquoi? Bien, en fait, l'INRS avait comme désir d'aller de l'avant en fait, même si on n'était pas visé directement par la loi, c'était de mettre en place beaucoup plus de transparence, de revoir le rôle, le fonctionnement des différentes instances, tel le conseil d'administration, comité de direction, versus les différents rôles et responsabilités qui se partageaient, enfin pour avoir un processus décisionnel beaucoup plus efficace, où il y a beaucoup plus de transparence, reddition de comptes, imputabilité des gestionnaires. Mais quelle était la situation à l'INRS? Est-ce que vous deviez, pensiez-vous, changer ça, changer la situation vraiment pour des raisons bien précises? Non, en fait, je pense que, comme on le dit aujourd'hui, c'est un peu dans l'air du temps, la gouvernance. Il y en a dans plusieurs milieux. Là. Moi, je viens de l'industrie des services financiers. J'ai travaillé pour des sociétés publiques cotées en bourse. La gouvernance, on en parle depuis longtemps. Alors, je pense que c'était un peu normal d'aller vers là. Et je dirais que l'organisation, considérant le projet de loi qui s'en venait, s'était penché, le conseil d'administration s'était penché là-dessus. Ils ont quand même décidé d'aller de l'avant avec de nouvelles... en fait, de se doter de saines pratiques de gouvernance. Habituellement, les changements de ce type-là, ça suscite des réticences. Est-ce que ça a été le cas aussi à l'INRS? Oui, je pense que toute forme de changement, il y a toujours de la résistance, en fait. Alors, ça a été un défi important pour nous, mais je pense qu'on a fini par trouver des façons de faire où tout le monde en a tiré profit. Mais en fait, comment vous avez contourné les difficultés? Bien, en fait, je pense que c'est dans notre façon de faire. On a fait beaucoup de consultations, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation. Ça s'est fait beaucoup en collégialité. Il y a eu beaucoup de consultations, tant des professeurs, des différents gestionnaires. Alors, c'était beaucoup plus facile par la suite quand on a voulu mettre des choses en place, entre autres, changer beaucoup la réglementation interne,
beaucoup des documents normatifs qui régissent notre fonctionnement. Donc, vous avez voulu tenir compte des suggestions aussi que les gens vous faisaient? Tant qu'on le pouvait, on le faisait. Évidemment, on ne le fait pas toujours, mais il fallait faire des compromis. Mais je pense que les gens comprenaient beaucoup plus vers où on s'en allait une fois qu'on les avait consultés, puis on leur avait fait part, en fait, de vers où on allait, puis de pourquoi, en fait. Là. Et est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui a changé, justement, dans la gouvernance de l'INRS, pour le mieux, évidemment? Oui, je vous dirais qu'en gros, si je résume ça en quelques mots, là, je pense qu'il y a une meilleure gestion de nos risques, ce qui fait que nos processus décisionnels sont beaucoup plus efficaces. Alors, les décisions se prennent beaucoup plus rapidement. Le conseil d'administration se penche vraiment sur les questions où on est le plus à risque. Puis les choses qui vont bien, ben, je dirais que ça se passe plus rapidement. Là. Les choses vont bien. On est plus efficace. Est-ce que c'est complété? Pas tout à fait encore. Il y a encore des morceaux qui restent attachés, comme on dit. Là. On a beaucoup de documents normatifs. L'objectif, ce n'était pas d'en ajouter beaucoup, mais plutôt de faire un ménage, comme on dit. Là, on a des choses qui dataient des années 80. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais il y a beaucoup de choses qui vont disparaître, qui sont désuètes, dont on n'a plus besoin. Alors, d'ici les prochains mois, il y a trentaine à quarantaine de documents normatifs qui vont disparaître parce qu'ils sont devenus désuets avec le temps. Pouvez-vous donner des exemples de décisions qui se prenaient peut-être de manière un peu plus complexe ou de manière moins collégiale avant et qui maintenant sont mieux adaptées à la réalité? En fait, je dirais que le conseil d'administration se penchait parfois sur des questions qui étaient beaucoup plus des questions de gestion quotidienne ou opérationnelle. Ces questions-là sont dorénavant confiées au comité de direction qui s'en charge. Alors, le conseil d'administration se consacre beaucoup plus sur les grandes questions d'orientation, fait beaucoup plus de la macro-gestion, alors que le comité de direction s'occupe beaucoup plus de la micro-gestion des activités quotidiennes et opérationnelles. Ça n'a pas été difficile d'enlever du pouvoir, entre guillemets, au conseil d'administration? Non, parce que l'idée venait d'abord d'eux. Oh! Alors, ils voulaient un conseil d'administration plus efficace, puis je vous dirais qu'ils en demandent encore. Parce qu'on vient de compléter l'exercice là, au niveau du conseil comme tel, puis ils demandent à ce qu'on revoie encore le rôle du conseil d'administration versus celui de ses comités, comité d'audit, comité de gouvernance et d'éthique, comité de ressources humaines, qui actuellement joue beaucoup plus un rôle d'aviseur auprès du conseil. Alors, on nous demande de revoir afin de voir s'il n'y a pas des choses sur lesquelles il ne pourrait pas être plus décisionnel, tout en gardant au niveau de la gestion des risques. Et est-ce que la façon de travailler en équipe... vous m'avez dit qu'on avait plus de travail d'équipe qui était plus fonctionnel. Est-ce que c'est parce que ça a changé beaucoup? Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? En fait, on parle peut-être d'une approche qui est plus... Les besoins sont mieux identifiés, un peu client avec... oui, bien, je dirais, en fait, ça, c'est plus au niveau de l'approche de mon équipe comme telle. Versus les besoins? Oui. Oui, en fait, je dirais que le rôle, évidemment, au secrétariat général, mon équipe qui a participé au projet, ce sont principalement des avocats et une technicienne juridique. Ils sont sortis un peu des sentiers battus sur leur façon de faire habituelle. Alors, on travaille beaucoup, nous sommes beaucoup des accompagnateurs de nos gestionnaires, de nos professeurs. Alors, on fait beaucoup de sensibilisation, d'accompagnement, plutôt que de donner des simples avis. Alors, on sort beaucoup de nos bureaux, on est proactifs, on essaie d'être présents et de leur faciliter la tâche. Là. Alors, c'est une façon de faire qui n'est peut-être pas traditionnelle, là, mais qui rapporte. On pense que ça facilite. Est-ce que c'est une façon de faire qui pourrait ou devrait être exportée? En fait, bien, nous, ce qu'on estime, là, je peux pas parler pour d'autres, mais pour l'INRS, considérant le contexte actuel dans lequel nous sommes, avec une loi cadre qui s'en vient, avec des ententes, des contrats de performance qu'on devra négocier avec le gouvernement, on pense que ça nous place, en plus de notre santé financière, ça nous place dans une situation favorable ou privilégiée. Et est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres composantes qui devraient s'inspirer un petit peu de ça, ou est-ce que ça va se faire? Est-ce que c'est une bonne idée? Nous visons, dans notre plan stratégique 2012-2015, de devenir un modèle de gouvernance universitaire. Alors, bref, s'il y en a qui peuvent s'en inspirer, libre à vous. En fait, vous êtes disponible pour des consultations, c'est ce que je comprends. On partage l'information. Voilà. Madame Pisa, merci beaucoup. Merci. Voilà. Demeurer, s'il vous plaît. Un grand merci, Mme Thibault, pour ces entrevues qui nous ont permis d'apprécier à leur juste valeur, je dirais, le travail de nos lauréats. Je vous demanderai donc, déjà, vous êtes installés pour la remise des prix. Maintenant, j'inviterai la présidente de l'Université du Québec à monter sur scène, Mme Beauchamp, si vous voulez bien vous placer
du côté droit de la scène, c'est-à-dire à ma gauche. Merci. Tour à tour, chacun des lauréats, accompagné de son chef d'établissement, sera invité à monter sur scène afin de recevoir son prix. Madame Josée Saint-Pierre, lauréate du prix d'excellence en recherche et création volet carrière, voulez-vous, s'il vous plaît, venir nous rejoindre avec la rectrice de votre établissement, Madame Gazelli, s'il vous plaît. Madame Thibault, si vous voulez remettre le prix à Madame qui est devant. Devant. Devant, debout, On m'avait dit devant, en derrière. vert. Devant, en vert. Devrait être à la gauche, et voilà. Voilà. Merci beaucoup, Madame Thibault. Madame Pour Saint-Pierre. l'éclairage, est-ce que ça va? Félicitations. Monsieur? Oui. Plus c'est par ici? Parfait. Monsieur Martin Riopel, lauréat du prix d'excellence en enseignement volet réalisation, voulez-vous, s'il vous plaît, vous approcher, ainsi que Monsieur Robert Proulx, recteur de l'Université du Québec à Montréal. Merci. Merci. Félicitations. Comme nous vous l'avons mentionné, M. Cléo Marchand est absent aujourd'hui. Cependant, pour recevoir son prix, j'invite son fils, M. Alexandre Marchand, à se présenter sur scène, accompagné de Mme Gazelli, la rectrice de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Nadia. Voilà. Monsieur Marchand, vous féliciterez votre père en notre nom, s'il vous plaît. J'invite maintenant Madame Lana Fizet, avec les membres de son équipe qui sont ici présents, Madame Maude Côté, Madame Lise Couillard, Madame Julie Rodrigue ainsi que Monsieur Michel Fortin, à venir recevoir le prix d'excellence en gestion volet réalisation. J'invite également Monsieur Coder à se joindre à l'équipe du secrétariat général. Merci. Félicitations. Je voudrais signaler qu'à l'intérieur de l'équipe, il y a également Maître Stephen Fitzpatrick, qui faisait partie de l'équipe, mais qui malheureusement ne pouvait être avec nous cet après-midi. Merci. Merci beaucoup, Mme Thibault. Merci, Mme la Présidente. Et encore une fois, félicitations aux lauréats des prix d'excellence de l'Université du Québec 2013.